c'était plus facile de parler des révolutions arabes il y a un an qu'aujourd'hui. Il règne maintenant un vrai pessimisme par rapport à ce qui s'est passé, à la fois par ce que la presse et les médias appellent l'hiver islamiste, à la fois par ce qui se passe en Syrie et la guerre qui a l'air d'être sans fin dans ce pays. Et il règne, je dirais, un certain désenchantement. Je voudrais simplement dire que ces révolutions arabes, peut-être nous avons été nous-mêmes un peu éblouis par la facilité avec laquelle, en quelques semaines, deux des dictatures les plus anciennes de la région étaient tombées, que ça a créé une espèce de sentiment d'euphorie qui a vite disparu, pas d'ailleurs simplement disparu chez les observateurs extérieurs, mais même parfois chez les acteurs. J'ai toujours été surpris en Égypte à quel point, très peu de temps après la chute de Moubarak, une partie des gens qui avaient participé à cette révolution pouvaient exprimer des doutes et leur pessimisme. Je pense qu'il faut aussi, une des raisons de ce pessimisme, c'est que la couverture médiatique de ces révolutions a été marquée par une certaine forme d'orientalisme. C'est-à-dire que jusqu'au début des révolutions arabes, il y avait un discours finalement d'une exception arabe, arabo-musulmane, qui faisait que ces pays n'étaient pas mûrs pour la démocratie, c'était des sociétés qui étaient des sociétés fondamentalement autoritaires, qui avaient besoin de régimes autoritaires. D'ailleurs, ce type de discours justifiait la politique de nos gouvernements, puisque nous, contrairement en tous les cas au discours sur la démocratie, les droits humains, etc., nous avions des relations étroites avec tous ces gouvernements. Et puis brusquement, on a assisté à une espèce à la fois de divine surprise et à la fois d'un récit sur cette révolution qui était finalement, c'est une révolution Internet menée par une couche moyenne plutôt occidentalisée, qui parle des langues, qui sait se servir des mêmes instruments que nous, qui nous ressemble, et qui donc n'est pas forcément totalement différente de nous, qui était avant le discours sur l'orientalisme. Et évidemment, ce discours ne correspondait pas à la réalité, j'y reviendrai. On sait très bien, par exemple, qu'en Tunisie, tous les 15 premiers jours, 3 premières semaines de la révolte ont été essentiellement des révoltes de la périphérie, des zones les plus pauvres, des zones marginalisées, pas du tout de Tunis ou des villes du Sahel. On sait aussi qu'en Syrie, le mouvement a commencé dans les régions les plus pauvres, mais pourtant c'est ce discours qui a dominé. Et évidemment, quand on a vu que à la fois ailleurs il y avait des résistances, qu'on a vu aussi que quand il y avait des élections, les islamistes l'emportaient, a dominé une espèce de pessimisme, de dire finalement on s'est trompé, il y a eu des illusions et tout ça finalement n'a pas débouché sur grand chose. On a gommé un peu l'histoire réelle de ces pays, l'histoire réelle de cette région. On n'a pas essayé, à mon avis, de comprendre ce qui était en jeu et ce qui était en mouvement. Avant d'essayer d'analyser un peu ces mouvements et pourquoi, à mon avis, c'est des mouvements d'avenir et c'est des mouvements qui ne sont pas finis, je voudrais simplement faire une constatation que chacun de nous peut faire, c'est que ces mouvements ne se sont pas arrêtés. C'est-à-dire que partout, sous une forme ou sous une autre, dans ce qu'on appelle l'ère arabe, il y a des résistances, y compris là où il y a des répressions très fortes, que ce soit à Bahreïn ou en Syrie, mais même là où il n'y a pas le même type de répression. Il y a eu par exemple en Arabie Saoudite ces dernières semaines, pour la première fois, des manifestations qui n'étaient pas seulement dans la région chiite, mais qui étaient à Riyad, deux familles de prisonniers politiques qui demandaient des nouvelles de leurs proches, et un peu avec ces mêmes revendications qu'on avait vues surgir en Égypte ou en Tunisie, c'est-à-dire la contestation de l'arbitraire de l'État. Je voudrais aussi dire que, bon, évidemment, on peut avoir tout un débat sur le terme « qu'est-ce que c'est une révolution ?»
Je veux dire, ça nous amènerait, à mon avis, très loin, et on peut prendre des exemples dans l'histoire et se demander est-ce que c'est une révolution semblable à la Révolution française, est-ce que c'est une révolution semblable aux révolutions du XXe siècle, les révolutions bolcheviques, chinoises, algériennes, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un débat théorique qu'on peut avoir qui nous amènerait loin, mais c'est important de comprendre que les périodes révolutionnaires ou les révolutions ne veulent pas dire forcément un moment où on bascule, un moment de bascule. Alors nous on a encore, peut-être parce qu'on est marqué par le XXe siècle, l'image des révolutions bolcheviques, chinoises, algériennes, où il y a un moment où vraiment il y a un parti politique, il y a une prise de pouvoir, etc. Mais on n'est pas face à une telle situation, même là où les régimes ont été renversés, on voit bien en Égypte et en Tunisie à quel point on est au début d'un processus. Mais on peut aussi se rappeler que la Révolution française, dans ses objectifs d'installer un régime représentatif démocratique, a mis pratiquement un siècle avant de voir la République consolidée, et encore un siècle et demi pour faire vraiment le suffrage universel, c'est-à-dire de l'étendre aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir ces révolutions comme des processus, et il faut savoir de quoi on parle quand on parle de révolution et quels sont les objectifs de cette révolution. Or, il est évident que dans les révolutions arabes, ou dans ces mouvements qui se sont développés, il y a quelque chose qui relève, à mon avis, plus d'une demande d'état de droit, de justice, de droit du citoyen, que soit d'une révolution sociale radicale, soit d'une révolution religieuse radicale. J'expliquerai après pourquoi il n'y a pas, enfin, à mon avis, il n'y a pas aujourd'hui cette demande. Bien que ces mouvements n'ont pas été des mouvements politiques au sens traditionnel, il n'y a pas de parti politique, il n'y a même pas de programme politique, il n'y a même pas d'idéologie, ils sont porteurs d'une demande de réforme profonde des institutions du monde arabe et de fait d'avoir des gouvernements qui, d'une manière ou d'une autre, sont des gouvernements qui ont des comptes à rendre. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. On peut penser que c'est secondaire, et on peut penser que... On peut avoir un débat très large sur qu'est-ce que c'est la démocratie. On en connaît les limites aussi dans nos pays, mais c'est évident que dans le monde arabe, ça a été une revendication d'autant plus centrale que quand vous prenez aujourd'hui la carte de la planisphère, c'était la seule région du monde où vous n'aviez aucune alternance. Vous n'aviez aucun gouvernement qui avait des comptes à rendre. Il n'y a pas eu une élection gagnée ou perdue dans le monde arabe depuis quasiment les années 50, à l'exception, on en parlait tout à l'heure, de la Mauritanie, qui est quand même relativement marginale par rapport à ce monde arabe. Alors peut-être, pour essayer de comprendre ce mouvement aujourd'hui, comprendre pourquoi c'est un mouvement de fond, et pourquoi, à mon avis, c'est un mouvement d'avenir, il faut revenir sur les mouvements qui ont marqué le monde arabe depuis les années 40 et les années de l'indépendance. Il y a eu une première vague qui a été une vague nationaliste, qui veut à la fois arracher les indépendances politiques réelles. Souvent les pays arabes, comme l'Égypte, sont des pays indépendants, mais pas réellement, parce que c'est la puissance coloniale anglaise qui décide réellement de la politique, mais aussi qui ont un autre objectif qui va s'affirmer très fortement dans les années 50 et 60, l'idée de créer un État moderne, de créer une économie moderne, d'industrialiser le pays, et d'assurer aux citoyens un minimum d'accès à l'enseignement, aux hôpitaux, etc. Et il faut dire que dans ces mouvements qui se développent, l'idée de démocratie ou de droits des citoyens sont relativement absentes. Pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Une partie, c'est que la démocratie, telle qu'elle s'est pratiquée dans les années 30 ou 40 sous le régime colonial, apparaissait comme un leurre et un moyen d'éviter les indépendances, mais en tous les cas, ce n'est pas une revendication centrale et vont s'installer des États qui sont des États autoritaires, des États qui imposent à leurs citoyens un certain nombre de contraintes, mais au nom d'un objectif qui est l'indépendance nationale et un État et le développement. Cette vague, elle va se fracasser durant la guerre de juin 1967, avec la défaite des armées arabes et de Nasser en particulier face à Israël.
Mais elle ne va pas se fracasser seulement parce que l'armée égyptienne a perdu face à l'armée israélienne. Elle va fracasser parce que, d'une certaine manière, cette défaite va montrer les limites du système politique. Et pour ceux d'entre vous qui ont vu le film de Chahine, Le Moineau, on voit très bien la liaison qu'il y a entre ce que les Égyptiens appelleront après 1967 la nouvelle classe, les nouveaux riches, etc., et la défaite. Et le fait que, quelque part, le régime n'est pas capable d'aller au bout de ce qu'il a promis à sa population, c'est-à-dire effectivement le développement du pays, l'accès à l'université, l'accès à l'école, l'accès aux soins, etc., etc. Et ça va marquer effectivement un tournant important avec une perte d'attractivité, si on peut dire, pour ce qu'on pourrait appeler le nationalisme révolutionnaire tel que Nasser ou dans d'autres circonstances le parti Baas ont pu le représenter. Et on va assister à une deuxième vague qui est la vague islamiste, qui est née donc à la fois de cette défaite de juin 67, mais qui est aussi née et qui va être complètement favorisée par l'émergence de l'Arabie saoudite comme puissance pétrolière majeure après 1973, avec des fonds, j'allais dire illimités, évidemment pas illimités, mais très importants, qui va financer une vague qui va financer sa vision de l'islam, c'est-à-dire une vision particulièrement conservatrice que l'Arabie saoudite va exporter dans tout le monde arabe, pas d'ailleurs seulement dans le monde arabe. Cette vague islamiste, elle est assez particulière parce que, d'un côté, elle ne va pas aboutir à des prises de pouvoir. Sinon, en Iran, qui est en dehors de la zone arabe, il n'y aura pas de... Malgré ce qu'à certains moments, les gens ont pu craindre, que ce soit en Algérie ou même en Égypte, avec le développement d'un mouvement armé djihadiste, etc., il n'y a pas de vraie prise de pouvoir. Mais elle va aboutir à la fois à la domination d'une version très conservatrice de l'islam, mais aussi à une islamisation de la société. C'est-à-dire qui se manifeste, je dirais, de manière visible par le port du foulard massif en Égypte, alors qu'il n'existait pas, enfin qu'il était relativement limité avant, la multiplication des mosquées et les pratiques religieuses, notamment la prière, qui deviennent de plus en plus répandues. Comme j'ai dit, le seul exemple de succès va être la révolution iranienne, qui va d'une certaine manière renforcer cette vague. C'est-à-dire, il faut rappeler que la révolution iranienne a été la grande révolution de la fin du dernier quart du XXe siècle, il n'y en a pas d'autres exemples, avec des millions et des millions de gens dans la rue, qui pendant des mois et des mois vont résister à la pression du Shah, à des milliers de morts, etc. Ça va susciter effectivement à la fois un enthousiasme, avec une révolution iranienne d'ailleurs qui est un mélange, il faut le rappeler, je dirais, d'idéologie religieuse, et l'islam apparaissant comme étant interprété comme un élément de la libération, mais aussi d'un islam qui reprend cette idée d'un État moderne et qui doit développer le pays. Il faut rappeler qu'à l'époque, en tous les cas, au début de la révolution islamique, je dirais, il y a une gauche marxiste et une gauche islamique qui jouent un rôle relativement important pour promouvoir ce modèle. Et ce modèle va connaître un certain succès. Il connaît d'autant plus un succès que j'ai dit, nous avons une vague islamiste, mais nous avons des pouvoirs de plus en plus conservateurs, de plus en plus libéraux sur le plan économique, et de moins en moins capables de répondre aux aspirations des gens. Et donc, il va y avoir dans le mouvement islamiste une partie de cette mouvance qui va s'engager dans la violence armée avec l'idée de renverser le régime. Les deux cas les plus spectaculaires sont l'Algérie et l'Égypte. Et on a oublié aujourd'hui à quel point le mouvement, par exemple, en Haute-Égypte, le mouvement des Gama'at Islamiyya armés a été important. Je veux dire, c'était vraiment des milliers de gens qui étaient mobilisés avec l'idée de renverser le régime. Une des choses aussi, je voudrais dire, j'ai oublié tout à l'heure, sur l'islamisation de la société, c'est l'introduction de la référence à la charia, pratiquement, enfin pas dans toutes les constitutions, puisque vous savez qu'en Tunisie, par exemple, ça ne l'est pas, mais dans la plupart des constitutions, comme élément principal, élément fondamental de la législation. Mais
ces mouvements islamistes, finalement, vont se retrouver confrontés, ils sont d'abord très divers, évidemment, mais ils vont se retrouver confrontés à une espèce de contradiction. C'est d'un côté, l'islamisation de la société répond à une de leurs aspirations, mais en même temps, ils ne sont pas capables d'offrir de vraies alternatives, et la dérive violente, d'abord dans les mouvements locaux, mais aussi dans le terrorisme de type Al-Qaïda, etc., va finalement faire perdre à ce mouvement une grande partie de cette dynamique. Et on peut dire que à la fin des années 90, 2000, avec les événements du 11 septembre, etc., l'utopie islamique n'est plus une utopie porteuse dans le monde arabe. Elle est d'autant moins une utopie porteuse que l'Iran n'apparaît pas comme un modèle désirable. Il apparaît peut-être des fois comme un modèle qui s'oppose aux États-Unis et admiré comme tel, c'est sa capacité à s'opposer aux États-Unis, mais pas comme un modèle pour lequel on souhaite se battre ou mourir dans tel ou tel pays. Et sans parler même de la question de l'autre régime islamiste, mais qui est encore plus loin, c'est celui de l'Afghanistan, qui apparaît encore moins comme un régime désirable dans le monde arabe. Quel est le bilan, disons quand même, de cette période? Il n'est pas totalement négatif. Je veux dire, il ne faut pas... Je le présente là sur des échecs, mais une partie, c'est la réussite des indépendances politiques. Aujourd'hui, ça nous semble être un fait acquis, mais ce n'était pas du tout un fait acquis au début du XXe siècle encore. C'est la construction de sociétés qui ont fait un certain nombre d'efforts pour l'alphabétisation de la population, l'éducation de la population, l'accès à la santé, etc., même si ces efforts sont mis en cause à la fois par les politiques néolibérales qui s'instaurent au début des années 2000, mais aussi par la fantastique vague démographique qui balaye le monde arabe et aussi l'Iran. Je rappelle quand même, pour que vous ayez une idée, l'Égypte en 1960 a environ 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, il en a 80 millions. Donc, il y a quelque chose. Donc, une incapacité des régimes à répondre à ces nouvelles demandes dans une situation où, comme j'ai dit, les États ont affirmé leur indépendance, même si après, dans leur politique étrangère, ils peuvent être plus ou moins soumis ou plus ou moins indépendants de l'Occident. C'est dans ce contexte général que vont naître des nouveaux mouvements sociaux, et c'est des mouvements assez particuliers, dans la mesure où ils ne s'identifient ni au mouvement traditionnel du nationalisme arabe, ni au mouvement de la gauche marxiste ou communiste, ni aux islamistes, mais vont être des mouvements par certains aspects qui ressemblent par certains aspects à ce qu'on va connaître en Europe au mouvement intermondialiste. C'est-à-dire pas de direction, pas de hiérarchie, pas d'idéologie, mais qui ont vraiment quand même une identité propre, c'est-à-dire qui ont un certain nombre de choses sur lesquelles elles se battent, mais au-delà des différences. Et c'est intéressant de voir, par exemple, qu'en Égypte, un mouvement comme Kefaya, qui s'est créé en 2004-2005, au départ d'ailleurs en solidarité avec la Palestine, et qui va être un mouvement pour demander que Moubarak qu'il y ait des élections présidentielles libres, etc., va regrouper toutes les tendances de l'opposition traditionnelle et créer une espèce de dynamique qui va dépasser cette opposition traditionnelle. Et c'est important à le dire, c'est des mouvements qui en général ont un rapport négatif à la violence, en tous les cas à la violence armée. C'est quelque chose d'important parce que la lutte armée a été, pas seulement d'ailleurs dans le monde arabe, dans les années 60-70, notamment avec la question palestinienne, mais c'était vrai en Amérique latine, etc., vue comme la voie pour atteindre les objectifs politiques, la voie de l'indépendance, la voie de la transformation sociale. Et ce qui va caractériser et différencier ces mouvements par rapport à ce qu'on a connu dans les autres périodes, c'est qu'ils vont formuler des revendications fondées sur l'individu et sur ses droits face à l'État, sur la revendication d'un État de droit, avant même d'ailleurs
que la revendication démocratique. Ça ne veut pas dire que les revendications sociales ou nationales sont absentes, mais que cette revendication d'état de droit, qui s'inscrit un peu aussi dans un mouvement universel, qui est celui de tous les mouvements sur le respect des droits humains, le respect des droits de la personne, etc. C'est important de dire que ça s'inscrit dans ce mouvement, je reviendrai, parce que une des transformations à laquelle on va assister dans le monde arabe, c'est justement la liaison entre ce monde arabe et l'ensemble du reste de la planète. Mais si ces mouvements ont pu naître, au-delà du contexte marqué par l'échec des pouvoirs en place, que ce soit les pouvoirs de type baathiste ou les pouvoirs de type droite en Égypte ou en Arabie Saoudite, c'est en raison de ça, en raison de l'incapacité des oppositions officielles à fonctionner et à mobiliser, et leurs discours ne passent pas, et leurs discours en particulier ne touchent pas la jeunesse, et d'ailleurs ces partis sont frappés par le même syndrome que les gouvernements ou les pouvoirs, c'est-à-dire une gérontocratie, c'est-à-dire des gens qui sont les gens de la période de l'indépendance et qui ne laissent pas la place aux nouvelles générations. Or, il y a eu dans la société des transformations très profondes des sociétés arabes durant cette période. Alors, là, je parle en général, et évidemment, je veux dire, si chaque pays est un cas particulier, c'est évident que le Yémen n'est pas l'Égypte ou l'Algérie, que les transformations sociales ne sont pas les mêmes, etc. Mais il y a un mouvement général qui est important et qui est d'abord marqué par une urbanisation. En gros, maintenant, 2/3 de la population du monde arabe vit dans des villes. Et ces villes vont, comme dit le sociologue Assef Bayat, ont inculqué à leurs habitants le sens de la citoyenneté et du droit. Et c'est important de voir que cette urbanisation, je veux dire, l'urbanisation n'a pas commencé évidemment maintenant, elle a commencé dès les années 50-60, mais disons dans un premier temps, l'urbanisation a eu plutôt sur la politique des effets négatifs, c'est-à-dire l'urbanisation a été plutôt la ruralisation des villes, c'est-à-dire l'émigration vers les villes de populations rurales qui ont mis du temps à s'adapter et qui ont d'une certaine manière, on peut dire, étouffé les villes, y compris politiquement. Or ça, je crois que ça a changé et que maintenant la ville devient un lieu d'apprentissage de politique et sociale et de collectivisation des intérêts qui me semble tout à fait important. Ensuite, il y a une révolution dont j'avais parlé la dernière fois, qui est celle des jeunes, c'est-à-dire 70% de la population a moins de 35 ans. Et ça, c'est évidemment, même si, comme vous savez, la transition démographique est maintenant en marche et on a beaucoup moins de gens, c'est les générations les plus nombreuses aujourd'hui qui arrivent à l'âge adulte, entre 20 et 30 ans, dans le monde arabe. Avec une caractéristique par rapport à leurs aînés, c'est qu'ils sont à 90% alphabétisés, entre 14 et 24 ans, et ils ont été beaucoup plus massivement que les générations précédentes à l'université. Et ça va créer une couche qui va jouer un rôle important, qui est les diplômés qu'on appelle au Maghreb les diplômés chômeurs, mais qui sont des diplômés qui sont en fait des diplômés pauvres. À cette révolution de jeunes, comme j'ai dit, il y a eu une transition démographique qui se fait, qui est importante, puisqu'on passe de familles avec 8 enfants à des familles avec 2 ou 3 enfants, qui permet aussi, et qui est un élément important de ces révolutions, une place nouvelle des femmes, puisque dans ces familles nucléaires, les femmes jouent un rôle plus important, elles travaillent plus, elles vont plus à l'université. Et le dernier élément qui est important, c'est que ces sociétés sont beaucoup plus globalisées que ne l'étaient les sociétés des années 60 dans le monde arabe. Cette ouverture sur le monde, elle a été permise par différents phénomènes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a d'abord l'immigration, qui est très importante. Je veux dire, par exemple, l'Égypte était un pays qui, avant les années 60-70, ne connaissait pas d'immigration.
Là, il y a une migration qui se fait dans les pays du Golfe, mais qui se fait aussi en Europe, qui se fait aussi en Amérique. Et on a pu voir d'ailleurs que ces migrations, le rôle que pouvaient jouer ces migrations durant les périodes des révolutions arabes, en termes de passage d'informations, d'aide, etc. Donc une jeunesse qui est plus informée grâce à ces migrations, grâce aux télévisions satellitaires qui ont changé le paysage médiatique, c'est-à-dire qu'on avait un paysage médiatique qui était largement dominé par des États qui imposaient à leur télévision et à leurs journaux, évidemment, une certaine ligne, même si, selon les pays, la variation de la liberté de presse était très grande. La Tunisie, il n'y en avait aucune. En Égypte, vous pouviez avoir une presse de position, vous pouviez insulter le président. Le problème, c'est que vous ne touchiez que peu de monde. La télévision satellitaire, et notamment dans les années 90, à partir de 96, je dirais, ont joué un rôle très important pour faire passer un discours différent et pour ouvrir aussi à la fois un lieu de débat, mais un lieu de débat pan-arabe. Et ça, c'est quelque chose de très important, j'y avais insisté la dernière fois. C'est, d'une certaine manière, ces révolutions arabes, même s'il y a des minorités, que ce soit en Afrique du Nord ou les Kurdes, etc., a redonné sens à l'idée d'un monde arabe. Alors on peut discuter le monde arabe, ce n'est pas une réalité géographique, c'est une réalité qui est avant tout vécue ou pas vécue, mais là, il y a eu quelque chose qui a fait une scène politique arabe, qui a joué aussi un rôle très important dans ces révolutions, parce que il y a eu une circulation d'un pays à l'autre. Et c'est évident que le fait d'avoir vu en direct la chute de Ben Ali a été un élément déterminant dans ce qui allait se passer ensuite, aussi bien en Égypte qu'en Syrie, au Bahreïn, etc. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de très important. Je l'ai dit tout à l'heure, cette classe moyenne, pauvre, qui a fait l'université parfois, qui a des diplômes, et une classe d'une certaine manière paradoxale, parce que d'un côté, elle a évidemment des aspirations qui sont celles, disons, des couches moyennes, avec non seulement le fait qu'ils ont fait des études, mais qu'ils voient le monde à travers tous ces réseaux, et en même temps, dans la réalité, ils vivent comme des couches pauvres, ils vivent souvent dans les quartiers informels, ils font souvent 2 ou 3 boulots, et ils font souvent un boulot qui n'a rien à voir avec les études qu'ils ont faites. Et c'est important de rappeler que ces gens ont joué un rôle très actif dans la Révolution, et que ce n'était pas seulement les couches moyennes supérieures, les jeunes des couches moyennes supérieures qu'on voyait à la télévision, qui étaient forcément le centre du mouvement. Cette classe, si vous voulez, est quand même très importante parce qu'elle reste quand même, aujourd'hui encore, une classe très insatisfaite dans tout le monde arabe, avec de vraies aspirations qui varient selon les pays. Si vous prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, où il y a cette classe de gens qui vont à l'université, massivement de jeunes saoudiens, qui en même temps sont chômeurs, qui ne vivent pas, qui sont chômeurs, qui ont parfois des aides de l'État, de la famille, qui leur permettent plus ou moins de vivre, mais qui ont des débouchés qui ne correspondent absolument pas à leurs aspirations. Et pas seulement les aspirations matérielles, c'est aussi l'aspiration, je crois que c'est important à dire, les aspirations au droit à la parole, à la liberté, etc. Et c'est important de rappeler qu'on n'est pas dans le monde arabe, contrairement à une image qu'on donne, d'un côté avec des masses affamées pour qui le seul problème c'est de manger, et quelques couches moyennes supérieures qui veulent être comme les Occidentaux. Cette aspiration à la liberté et à l'état de droit, elle est très profondément partagée aujourd'hui dans le monde arabe, et pour ceux qui ont pu aller moi je l'ai fait dans des bureaux de vote en Égypte, où les gens votaient pour la 4e, 5e fois, en faisant des heures de queue, etc., on se rendait compte que ça représentait quelque chose, l'idée de mettre un bulletin de vote. Des fois, on se dit qu'on aimerait que chez nous, il y ait une telle ferveur pour la démocratie. C'est aussi ce qui est important à se rappeler, c'est que ce mouvement ne naît pas, les mouvements sociaux tels qu'ils se développent, ne naissent pas de rien. C'est pas brusquement, en décembre, il se passe quelque chose en Tunisie, et brusquement en Égypte,
mais que ça a été préparé dans les années 2000 par toute une série de mouvements sociaux, là aussi très différents selon les pays. D'abord, bon, l'Égypte et la Tunisie, on le sait, des grèves ouvrières relativement importantes, dans le bassin de Gafsa en 2008, les ouvriers du textile en Égypte. C'était un élément important, et ces grèves ouvrières ont joué un rôle là aussi dans l'histoire, enfin, notamment dans la chute du régime Moubarak. Ça a été un élément important parce que dans les derniers jours, et je pense que ça a poussé l'armée à se débarrasser de Moubarak, il y a eu une paralysie du pays économique permise par ces grèves ouvrières. D'autre part, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu des mouvements de contestation politique qui ont commencé dans ces pays, qui, comme je l'ai dit, transcendaient les forces politiques. C'est-à-dire que de plus en plus, la revendication d'avoir des gouvernements, d'avoir des élections réellement avec un système électoral qui permet à la population de s'exprimer, d'avoir des gouvernements qui soient responsables, c'était quelque chose que vous trouveriez aussi bien au Koweït, où il y a une tradition démocratique plus grande que dans d'autres pays, mais où le Parlement n'a pas vraiment de pouvoir, que dans des endroits comme l'Égypte, où les élections étaient totalement truquées. Mais il y a eu aussi un autre élément dont parle ce sociologue d'origine iranienne, je crois, Asif Bayat, ce qu'il appelle les non-mouvements sociaux, et qui est important à comprendre. C'est-à-dire que toute cette population qui relativement marginalisée, qui vit dans les villes, s'est organisée autour d'un certain nombre de revendications qui étaient liées à des choses très très concrètes, c'est-à-dire occupation de l'espace, construction de maisons, se brancher sur les réseaux d'électricité, d'eau, etc., etc., et s'organiser pour ça face à la police et face à l'État, avec des mobilisations relativement importantes qui n'ont pas un aspect politique, au sens où il n'y avait pas de revendication politique, mais qui ont un aspect d'autonomisation des gens face au pouvoir d'État. Et ce qu'il appelle l'empiètement tranquille, c'est-à-dire comment dans les lieux, on assume petit à petit son pouvoir face à l'État, et sans revendication révolutionnaire, mais en même temps, bon, on construit dans les endroits où c'est illégal, et on se défend quand il y a des attaques de la police. On s'installe dans un certain nombre de quartiers pour faire des commerces alors qu'on n'en a pas le droit, et face à la police, on s'organise collectivement. Je crois que c'est aussi des mouvements qui ont joué un rôle important et qui ont aussi été un élément à la fois d'autonomisation des gens et de prise de conscience. C'est important de rappeler cette activité des classes pauvres, si je peux dire, dans ces révolutions arabes, parce que ça aussi, c'est un élément d'espoir. Ce n'est pas des révolutions qui ont, je dirais, qui étaient celles d'une petite couche de privilégiés qui utilisent Internet, et voilà. Alors, je dirais ça, c'est un peu des aspects objectifs, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui s'est effondré, et je crois que c'est très important dans ce qui s'est passé, c'est la fin de la peur. Et on le voit de la manière la plus dramatique en Syrie et à Bahreïn, c'est-à-dire c'est pas seulement on va manifester en risquant de se faire taper dessus, on va manifester avec l'idée qu'on peut mourir, mais la mort n'a pas... Enfin, c'est pas la mort du martyr au sens de l'opération Fidaïn ou de l'opération militaire, etc. C'est l'idée de la collectivité, on est une partie de cette collectivité et on est prêt à se sacrifier pour cette collectivité. Alors cette peur qui a permis au régime de survivre pendant des décennies, elle était fondée sur trois éléments, si on peut dire, importants. D'abord, évidemment, la peur de l'appareil répressif. Un appareil répressif qui était omniprésent avec les mukhabarat, avec le fait que vous ne savez pas si son voisin n'était pas un indicateur de police. Enfin, je veux dire, il y avait une prégnance très forte de cet appareil répressif.
Mais il y avait aussi la peur de la guerre confessionnelle ou ethnique, que seul l'État pouvait garantir, et les États jouaient de ça. C'est évident que, moi je me souviens au moment de la guerre civile algérienne dans les années 90, d'avoir été en Syrie, et les gens disaient, si c'est ça, nous voulons Assad pour 1000 ans. On préfère ça, et les régimes jouaient évidemment là-dessus, et évidemment, c'est pas seulement un jeu, c'est qu'effectivement, il y a une crainte, et c'est vrai qu'en Syrie, par exemple, le fait d'avoir vu arriver des centaines de milliers de réfugiés irakiens, notamment des chrétiens, a eu des conséquences sur l'attitude des chrétiens en Syrie par rapport au changement. Donc ça, c'est le deuxième élément de cette crainte. Et puis, cette idée quand même très manipulée par les États, même si elle avait aussi des dimensions réelles, qui était la peur de l'impérialisme, du complot sioniste et du fait que le monde arabe, le monde entier était hostile aux Arabes. Il y avait cette espèce de, je dirais, d'enfermement avec l'idée nous sommes opprimés, nous sommes victimes d'un complot. Et les régimes jouaient sur ça, y compris, comme vous le savez, les régimes qui collaboraient le plus avec les États-Unis, puisque vous vous souvenez qu'au moment des manifestations de Tahrir, Moubarak avait dit les gens qui manifestent, c'est des agents américains et israéliens. Ce qui avait quand même un aspect assez drôle compte tenu de la politique menée par ce gouvernement égyptien. Les régimes étaient convaincus que ça suffisait à tenir la société et que finalement ça leur permettrait de tenir. Pourquoi à un moment ça craque? Personne ne peut dire. Je veux dire, pourquoi ça a craqué? Je l'avais dit, je crois, la dernière fois. Pourquoi les révolutions ont lieu à tel moment plutôt que tel autre? Il y a toute une série de conjonctures, de conjonctions de faits aussi, qui relèvent parfois du hasard, parfois de la maladresse du pouvoir, parfois et qui font que, bien sûr, tous les ingrédients sont déjà là, mais il y a un moment où les gens disent ça suffit. Et c'est vrai de toutes les, de toutes les révolutions, de tous les mouvements révolutionnaires, de tous les changements. Moi, je me souviens des débats sur mai 68. Pourquoi à un moment pourquoi à ce moment-là, pas avant, les éléments objectifs sont là, mais il y a un moment où ça suffit. Alors ça suffit parce qu'on est dans le monde arabe dans quelque chose qui est de particulièrement insupportable. Je pense aussi que l'intégration du monde arabe au sens information, globalisation, etc., a joué un rôle important. C'est-à-dire, on n'est plus enfermé dans une région où on ne sait pas ce qui se passe à côté, mais on sait ce qui se passe à côté. On sait que c'est pas forcément comme ça ailleurs. Et même si parfois on ressort, à juste titre, les États-Unis ou d'autres comme des éléments hostiles, on ne ressent pas la société américaine comme hostile. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir les sondages, depuis très longtemps d'ailleurs, de l'opinion publique arabe à l'égard des États-Unis, la dichotomie qu'il y a entre le rejet absolu de la politique américaine, évidemment de soutien à Israël, et l'admiration qu'il y a au moins pour les principes de la société américaine, c'est-à-dire la liberté, le droit d'expression, la possibilité de faire fortune, même si c'est mythifié, etc. Mais c'est quelque chose qui suscite une vraie admiration. Et je pense que ça aussi, ça a évidemment joué un rôle. Et puis, après, il y a une séquence historique qui fait que ça a commencé en Tunisie. Et ça peut avoir l'air paradoxal, mais c'est intéressant parce que ça pose à savoir pourquoi ça a éclaté d'abord en Tunisie. Et alors que, si on prend du point de vue économique et social, c'était pas l'endroit où c'était le pire du monde, c'était mieux plutôt que le reste du Maghreb. Et même si l'éloge du modèle tunisien économique était largement surfait, c'est vrai que la vie quotidienne en Tunisie était bien meilleure que dans d'autres pays arabes. Mais il y a eu en Tunisie une conjonction de facteurs qui est d'abord la fermeture totale de tout espace d'expression, ce qui n'était pas le cas en Égypte. En Tunisie, vous pouviez parler sur rien. C'est-à-dire c'était impossible d'avoir une presse un tout petit peu libre. En Égypte, même la presse officielle, il y avait des choses, il y avait des opinions, il y avait quand même un débat.
Et puis il y a eu un élément qui était d'ailleurs équivalent à l'Égypte, c'est-à-dire à la fois la personnalisation sans précédent du pouvoir, ça a été réduite à un seul homme, et l'accaparement de ce pouvoir par sa famille, qui est devenu de plus en plus visible. Et ça s'est accéléré, disons, dans les 10 dernières années. Ça s'est accéléré en partie sous le coup des politiques néolibérales, qui ont été des politiques de bradage du service public, mais dont a profité, au vu et au su de tout le monde, les familles présidentielles. Et c'était d'ailleurs, c'était vrai pas seulement en Égypte et en Tunisie, c'est vrai en Syrie par exemple. Un des aspects d'ailleurs de la révolution en Syrie, c'était ça, c'est-à-dire Bachar a été paradoxalement un élément d'ouverture par certains aspects du pays, mais un élément d'ouverture, c'est-à-dire que c'est sa famille qui a accaparé l'essentiel des richesses. Ça m'amène à dire juste une petite chose sur un des aspects positifs de cette libéralisation, ça a été la libération des monopoles des télécommunications. Même si on peut penser qu'économiquement, on a bradé des secteurs importants de l'économie, en même temps, ça a eu une conséquence, c'est la chute des prix des connexions Internet. Et ça a eu un effet très important dans la démocratisation d'Internet. Peut-être je vais faire une digression, parce que c'est une partie de ce que je dis là, je l'ai tiré d'un livre qui est paru en anglais, mais qui va paraître, je pense, en français, de quelqu'un qui aurait dû d'abord écrire en français. Il s'appelle Farhad Khoroskovar, que vous connaissez, qui est un chercheur qui travaille en France, sur les révolutions arabes, et qui me semble vraiment une des meilleures études que j'ai pu lire sur cette question. C'est-à-dire, bon, les révolutions arabes ont suscité une littérature en 2 ans qui est absolument phénoménale. Alors je dirais, il y a celle de témoignage, qui est intéressant. Il y a ce qu'on peut appeler la littérature Kleenex, c'est-à-dire les éditeurs vous demandent en 2 jours de faire un bouquin parce que ça se vend bien et que si on parle de Tahrir, etc., ça va se vendre. Mais il y a encore du mal à avoir une littérature qui part pas seulement de la situation actuelle, mais qui remonte un peu loin. Asef Bayat, par exemple, a écrit un livre qui date de 2010 ou 2011 sur ces non-mouvements sociaux. Réellement, ça permet de comprendre pourquoi les révolutions arabes se sont développées. Vous avez ce livre de Khoroskovar. Vous avez aussi un livre, je vous conseille, d'ailleurs ça il existe en français, sur les révolutions numériques de Yves Gonzalez, qui vient de paraître à La Découverte, sur le rôle d'Internet, etc. Mais j'ai dit tout à l'heure, il faut faire preuve de modestie quand on parle de mouvement. D'abord, il faut savoir que nous ne savons pas où il va. Personne ne sait où il va et c'est écrit nulle part. Je veux dire, parce qu'il y a un peu l'idée que ça doit forcément aller... Personne ne sait. C'est une histoire qui est en train de se faire. Et il faut aussi faire preuve de modestie dans ce que nous sommes capables de comprendre. Pas seulement parce que nous sommes extérieurs. Je veux dire, même les acteurs eux-mêmes, quand vous discutez avec eux, ils ne savent pas où. Mais ancrer ces études dans des études profondes de ces sociétés, de leur transformation, etc., ça permet justement de sortir des choses immédiates, résultat des élections, qui a gagné, etc., pour comprendre de quoi le mouvement est porteur. Et donc, Khoroskovar fait une analyse assez intéressante, parce qu'avant les révolutions arabes, il y a eu un mouvement qui est dans la même zone et qui a été un peu du même type, qui a été le mouvement vert en Iran. Alors, il y a des choses qui sont évidemment différentes. J'ai dit, il y a une spécificité de la révolution iranienne dans ce qu'elle a été... il n'y a pas si longtemps eu une révolution qui a mis en marche une grande partie du peuple iranien, et donc qui a une légitimité un peu plus grande que dans d'autres régimes. Mais il signale un certain nombre de différences qui me semblent importantes. Peut-être, je ne sais pas si elles expliquent pourquoi le mouvement a échoué ou non, mais elles sont importantes. D'abord, c'est que le mouvement vert s'est toujours situé à l'intérieur du régime. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'appel réel à un renversement du régime. C'était l'idée
d'une réforme de ce régime. D'ailleurs, la plupart des dirigeants de ce régime vert, de ce mouvement vert, c'était pas seulement qu'ils étaient issus de la Révolution, c'est qu'ils étaient encore quelques mois ou quelques années avant des gens importants de cette révolution. Il signale aussi un élément qui est intéressant, c'est le rôle joué par les intellectuels, et en regard l'absence de rôle joué par les intellectuels dans le monde arabe dans ces mobilisations. On n'a pas vu de grandes figures intellectuelles. Bien sûr, ils se sont mobilisés à titre individuel et certains ont joué un rôle, mais il n'y a pas eu réellement un mouvement global des intellectuels. Et puis, il y a un autre élément qui, à mon avis, explique sans doute en partie l'échec du mouvement, c'est que c'est un mouvement qui s'est totalement focalisé sur les libertés politiques et qui n'a absolument pas abordé, mis ça en rapport avec la justice sociale. Et j'ai dit que les mouvements dans le monde arabe étaient des mouvements qui mettaient beaucoup en avant l'idée de l'individu, de la responsabilité, etc. Mais il y a eu toujours l'idée, la revendication enfin en Égypte en tous les cas, mais je crois que c'était vrai évidemment en Tunisie, puisque c'est partie des couches les plus pauvres, l'idée que cette revendication était aussi liée à la justice sociale. Et que d'une certaine manière, la justice sociale dépendait de ces libertés qui pourraient être données. Alors que le mouvement vert a été, alors que l'Iran traversait une crise économique, et traverse toujours une crise économique, sociale, qui n'est pas seulement due aux sanctions, mais qui est due à la fois au pillage par les élites du pays et l'incompétence, les Iraniens sont confrontés à des problèmes économiques et sociaux très grands. Donc c'est intéressant de voir les différences, et il donne un dernier élément qui est important, c'est-à-dire qu'il dit le monde iranien, enfin le monde persanophone, en fait est très limité. C'est-à-dire il y a le Tadjikistan, qu'est-ce qu'il y a d'autre, une partie de l'Afghanistan, etc. Il n'y a pas eu de caisse de résonance de ce qui se passait en Iran dans une zone comme il y a eu dans le monde arabe, où ce qui se passait en Tunisie a eu tout de suite une caisse de résonance, évidemment mondiale, mais surtout dans le monde arabe en suscitant des mobilisations. Alors, aujourd'hui, au-delà de tous ces éléments, entre guillemets, objectifs que j'ai pu donner, il y a après des situations qui sont très différentes selon les pays. Cet après-midi, on abordera notamment le cas de la Syrie, mais on peut aussi aborder le cas de la Libye avec l'intervention étrangère. On voit les difficultés du mouvement à se développer, que ce soit au Maroc ou en Algérie. Mais il me semble, en tous les cas, que ces revendications qui s'expriment aujourd'hui, qui se sont exprimées avec force en Tunisie et en Égypte, elles s'expriment partout. Et je ne vois pas très bien comment un pouvoir va pouvoir les contenir. Alors, il y a un moyen de les contenir, c'est ce qui se passe en Syrie, c'est-à-dire de transformer les mouvements sociaux. Alors, je ne sais pas si ils y arrivent, parce que la situation me semble assez compliquée en Syrie, et c'est difficile de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain, en un conflit de type ethnique et confessionnel, notamment avec un clivage sunnite-chiite, qui est, je dirais, la ligne sur laquelle se bat aujourd'hui l'Arabie saoudite, c'est-à-dire d'essayer de transformer ces mouvements en un affrontement. Donc ça, évidemment, ça pèse sur les révolutions, moins en Afrique du Nord et en Égypte qu'au Proche-Orient. C'est évident aussi qu'une éventuelle guerre contre l'Iran aurait des conséquences sans doute très négatives sur le développement des mouvements d'opposition. Mais je pense que malgré tout ça, cette volonté de changement, cette volonté de transformation, elle reste très forte. Et je voudrais passer à quelques réflexions pour terminer sur est-ce qu'on va vers un hiver islamiste, qui est une formule qui est venue, bon, c'est une formule facile et elle plaît à la presse, et puis ça correspond aussi à cette vague d'islamophobie qu'on a chez nous, qui fait que
on a l'impression que le monde arabe est réglé par les questions de l'islam. Je rappelle d'ailleurs, parce que le monde diplomatique prépare pour le mois prochain un dossier sur les islamistes face au pouvoir, que bon, il règne chez nous l'idée qu'on a une espèce de grande coalition aujourd'hui qui est l'Arabie Saoudite, le Qatar, les frères musulmans, les salafistes, etc., unis par une lecture très conservatrice de l'islam et qui a une espèce de front comme ça. Le problème, c'est que quand on voit ça dans le détail, on se rend compte que les relations entre les frères musulmans et l'Arabie Saoudite depuis 20 ans sont exécrables et qu'il n'y a absolument pas... il y a des divergences qui relèvent de la politique, c'est-à-dire qui relèvent de l'histoire politique, des logiques politiques, et qui n'ont aucun rapport avec le fait d'être pour la charia ou contre la charia, de lire comme ça le Coran ou comme ça. Je veux dire, c'est vraiment des choses très très importantes. C'est-à-dire je ne crois pas à l'idée de cet hiver islamiste parce que je ne pense pas que la grille de lecture dans le monde arabe et musulman, dans le monde arabe, ce soit cette grille de lecture. C'est-à-dire que l'islam nous permette de comprendre. Même quand, des fois, ça apparaît, je veux dire, ça peut être utilisé. Je veux dire, je ne dis pas que ça ne joue aucun rôle. On est dans des sociétés où l'islam joue un rôle fondamental, où il y a eu une réislamisation de ces sociétés, etc. Mais quand vous voyez les débats dans les sociétés... dans les sociétés arabes, c'est des débats qui sont autour de la politique, dans lesquels, comme j'ai dit, la religion peut être une arme, mais ce n'est pas le fait que les salafistes et les frères musulmans veulent ensemble la charia qu'il va y avoir un grand front de tous les islamistes en Égypte pour appliquer la charia. D'abord, personne ne sait, même pas les islamistes, ce que c'est la charia, et qu'est-ce que c'est l'appliquer. La charia est présente aujourd'hui, c'est grâce à... Rappelons qu'on a ça grâce à Sadat, qui était quand même un de nos alliés importants, qui lui l'a introduit dans la constitution égyptienne. Mais quand on voit, je vous conseille d'ailleurs, il y a eu un livre sur la charia qui est pas difficile d'accès parce qu'il y a 20 contributions différentes à la découverte sur la charia qui montrent, je veux dire, les interprétations tellement différentes de la charia. Et ce que j'ai découvert, c'est que les grands savants religieux, les premiers grands savants de l'islam, c'est le 9e, 10e, 11e siècle, pour eux, l'idée que la charia était autre chose que leur interprétation personnelle et donc contestable de telle ou telle loi était une idée, j'allais dire diabolique. C'est-à-dire que ça n'avait rien à voir avec la religion. C'est récemment que l'idée qu'il y a une charia qui existe et qu'on peut appliquer est venue. Donc il y a toute cette chose qui me semble importante. Mais, donc j'ai dit, l'islam n'est pas une grille de lecture des luttes. Et deuxièmement, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est-à-dire si on est d'accord sur l'analyse que ces révolutions, ces mouvements ont été des mouvements largement anti-autoritaires, anti-volonté de l'État de s'ingérer dans les affaires des gens, etc., les gens ne sont pas prêts à échanger une dictature, enfin je ne sais pas s'il était laïque vraiment, la dictature égyptienne ou même tunisienne, pour une dictature islamiste. Mais peut-être de manière plus importante que ça. Il y a, bon, en Égypte, je vais vous développer juste un tout petit peu sur l'Égypte, parce qu'en ce moment je travaille là-dessus, ça me semble intéressant. Bon, il y a une étape qui s'est terminée. L'armée a été mise de côté. Il faut d'ailleurs se dire que, moi ça m'a, comme tout le monde j'ai été surpris, la facilité avec laquelle l'armée qui était présentée comme le cœur du pouvoir, qui avait effectivement pendant 18 mois décidé de tout, a été mise de côté avec une telle facilité. Il y a beaucoup de raisons, y compris le fait que l'armée n'est pas un corps autonome, mais c'est aussi le fait qu'à un moment, l'armée s'est rendue compte, dans son haut commandement, qu'elle ne pouvait pas faire tirer sur les gens. Que imposer de nouveau son pouvoir, ça veut dire faire tirer sur les gens, dans une société qui ne voulait pas ça. Mais aujourd'hui, le débat, bon, l'armée étant mise à l'écart, il y a un certain nombre de gens, et pas seulement de l'ancien régime qui le regrettent en disant c'était une force d'équilibre, etc. Il y a l'idée, est-ce qu'on va vers une mainmise des frères musulmans sur le pouvoir? Et là, on a un discours qu'on sent chez nous, c'est-à-dire l'idée, finalement, on a eu la révolution iranienne, ils ont voté une ou deux fois, et puis après, ils n'ont plus pu voter. On va avoir la même chose dans le monde arabe.
Je ne pense pas pour deux raisons. Une raison, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire le fait que c'est totalement contraire à tout ce que ces mouvements ont été, qui n'étaient pas, encore une fois, des mouvements minoritaires de petites couches, mais un mouvement profond de la société. Mais il y a une autre chose qui est encore plus importante, c'est que pour prendre le pouvoir, il faut un projet de société. Un gars qui travaille sur les mouvements islamistes en Égypte me disait la chose suivante, et j'ai trouvé le raisonnement tout à fait passionnant. Il disait, quand en 1952 les officiers libres prennent le pouvoir, ils vont prendre le pouvoir d'État, mais on ne prend jamais le pouvoir d'État uniquement par la violence. Il faut qu'on ait quelque chose qui permette de convaincre la bureaucratie, les intellectuels, les couches moyennes, que le projet vaut la peine. Et Nasser a un vrai projet, qui est à la fois l'indépendance nationale réelle, avec le départ des troupes britanniques, et la construction d'un État moderne, le développement du pays, etc. Et réellement, les gens sont... Enfin, c'est-à-dire, c'est un régime très autoritaire, mais un régime autoritaire ne fonctionne jamais uniquement sur la répression. Il a besoin d'un consensus. Donc, il obtient ça. Après 1967, évidemment, ce consensus se délite, et Sadat prend le pouvoir. Mais Sadat va prendre le pouvoir sur un vrai projet. On peut le contester, le projet, penser que c'était pas bien. Mais d'abord, il prend le pouvoir dans un contexte de crise complète du nasserisme et du nationalisme révolutionnaire. Mais il a une réponse qui est l'ouverture économique, qui est de dire les choix économiques qu'on a faits sont désastreux. Et sur l'ouverture politique, il faut rappeler que c'est Sadat qui met fin au régime de parti unique. Et il va arriver à mobiliser une partie de la bureaucratie d'État, des élites, etc., autour de ce projet. Avec d'autant plus de facilité que, comme je l'ai dit, la période nassérienne avait permis de faire émerger des profiteurs qui trouvaient que, je veux dire, si on ouvrait le système économique, ils allaient encore pouvoir profiter plus. Aujourd'hui, le problème des frères musulmans, c'est qu'ils n'ont pas de projet. Et on en a eu des exemples assez intéressants quand j'ai été là dernièrement. C'est à propos de l'accord avec le Fonds monétaire international. Donc, les frères musulmans qui, comme toutes les forces d'opposition, avaient été hostiles à l'idée du prêt du FMI, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'il y a un intérêt à payer, brusquement se sont transformés et ont dit nous sommes pour le prêt. Et ils ont trouvé des religions, y compris religieuses, pour justifier le prêt. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que le mouvement salafiste, qui est très important en Égypte, a trouvé exactement des raisons similaires. Il était contre avant, ils ont été pour après. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, à la fois que la religion est assez souple pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir justifier à peu près toutes les politiques, mais on le savait, je veux dire, l'islam a été la religion pendant 14 siècles de régimes tellement différents qu'on doit se dire quand même quelque part, c'est pas ça qui détermine l'essentiel. Les républiques socialistes se sont réclamées de l'islam, des empires, des royautés, etc. Donc il y a cette... j'ai perdu le fil. Donc, si vous voulez... Mais le problème des frères musulmans, c'est pas la religion. C'est le problème de quel projet politique ils ont pour le pays. Ah, ils peuvent agiter, ils agitent, mais moins que les salafistes, la question de la charia, de la place que ça va avoir dans la Constitution, mais je peux vous garantir que ça n'aura pas de conséquences. Et il vaut mieux pour eux d'ailleurs, c'est-à-dire pour moi, c'est plus un élément de diversion par rapport au problème que l'Égypte est confrontée à des problèmes immenses de développement économique, d'un système de santé qui est complètement effiloché, un système d'enseignement pareil, et les gens attendent des réponses là-dessus. Et j'ai dit pendant 30 ans, les frères musulmans ont dit l'islam l'islam est la solution. Quand vous êtes dans l'opposition, ça va. Quand vous êtes au gouvernement, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut montrer comment ça s'applique. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, je pense, pour les frères, la capacité d'imposer un État autoritaire où ils exercent leur hégémonie. Je ne m'intéresse pas de savoir s'ils le veulent eux ou non pas, et qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête. Est-ce qu'ils veulent
si vous voulez, est-ce qu'ils ont 2, 3 doubles discours? Comme je dis, quand on écoute un politicien français parler, en général, personne ne demande est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit, parce que quelque part, on sait qu'il ne l'est pas. Qu'on est dans la politique, je veux dire qu'on est dans les choses de... Donc, je ne veux pas avoir un débat sur la sincérité ou non des frères, mais sur leur capacité à imposer un État autoritaire. Ils n'ont pas, à mon avis, cette capacité parce qu'ils n'ont pas de projet, et ils n'ont pas ces capacités parce qu'ils se heurtent à une opposition très forte de la société. À la fois à cause de ce que j'ai dit du type de mouvement, mais aussi parce que les frères musulmans ont toujours suscité en Égypte beaucoup de réactions de rejet, pas seulement des couches occidentalisées, mais aussi, pas seulement des Coptes, mais de beaucoup de gens qui sont des musulmans pieux et qui pensent, pas tout à fait à tort, que c'est une organisation qui a... les forces et les faiblesses des frères musulmans, c'est que c'est l'organisation la mieux structurée. Des militants vraiment dévoués, des types qui sont passés des années en prison, je veux dire, c'est vraiment... Et en même temps, une organisation totalement fermée. Et dans laquelle, d'ailleurs, la référence religieuse est assez faible. Et la référence, elle est d'abord aux intérêts du parti. Et je le dis, mais je ne le dis pas en termes d'ailleurs... ça rappelle par certains aspects les partis communistes des années 50, au sens où on avait à la fois ce dévouement, cette capacité de se sacrifier pour une cause, mais quelque part, ce qui est important, c'est l'intérêt des frères et de l'organisation. Et les gens le savent, et les gens le voient. Et je crois que j'avais dit dans le débat qu'on a eu ici sur l'Égypte, les frères musulmans ont obtenu plus de 10 millions de voix aux élections législatives. À l'élection présidentielle, ils en ont obtenu 5. Parce qu'il y a une base qui votera frères musulmans de 3-4 millions de gens, pratiquement quelles que soient les circonstances. Mais les gens ont voté frères musulmans parce que aux législatives, parce que c'était le seul parti organisé et qu'on pouvait, on espérait qu'ils allaient répondre aux revendications. Et quand les gens ont vu à la fois que les frères musulmans magouillaient avec l'armée, parce que pendant très longtemps, il y a eu une espèce de jeu à deux entre les frères musulmans et l'armée, qu'ils ont présenté un candidat à la présidentielle alors qu'ils s'étaient engagés à ne pas le présenter, etc., il y a eu une désaffection. Et donc, d'ailleurs, c'est, d'après ce que m'ont dit des amis tunisiens, c'est pas du tout sûr que si demain il y a des élections en Tunisie ou en Égypte, les frères puissent obtenir les scores qu'ils ont obtenus lors des élections précédentes. Et je dois dire aussi, parce que, bon, je ne connais pas bien le salafisme tunisien, mais les partis salafistes en Égypte sont confrontés au même type de problème. Le parti Nour, qui est le grand parti, est en pleine crise, parce qu'entrer en politique, ce qui faisait l'originalité des salafistes, ce qui faisait d'ailleurs que les Séoudiens les aimaient bien, c'était que les salafistes avaient un discours qui était anti-politique, qui était de dire il faut... le dirigeant, du moment qu'il est musulman, nous devons l'appuyer. Donc ils ont appuyé Moubarak jusqu'à la dernière minute, ils ont appuyé Ben Ali, ils ont appuyé tout le monde. Et puis, ils sont entrés dans la politique. Et brusquement, ils se rendent compte que, dans la politique, il faut faire la politique. Et c'est extrêmement difficile. Et le parti le parti qui avait 25% de voix aux élections, c'est pas rien, qui s'est construit à partir de rien, est en train d'imploser sur ces divisions politiques. Mais ce qui est important de dire quand même à ce niveau, c'est que, bon, en tous les cas pour moi, les frères et les mouvements islamistes sont une partie de la solution, pas une partie du problème. C'est-à-dire, si on pense qu'on va construire des sociétés démocratiques, qu'on va construire des sociétés en l'absence de ces forces politiques, on aboutit à la dictature, ce qui a été pendant 30 ans. Je veux dire, ils sont une partie du jeu politique, il ne faut pas qu'ils soient tout le jeu politique, mais ils sont une partie du jeu politique. Et la question c'est, est-ce que la démocratie, c'est un débat qui a lieu depuis très longtemps, est-ce que la démocratie est capable de... Est-ce que les islamistes sont solubles dans la démocratie? Ça c'est vraiment une question qui est importante, mais dont la réponse sera très importante, c'est-à-dire de savoir si on peut construire une société démocratique où les courants islamistes sont une partie du jeu politique. C'est pas garanti, mais c'est une vraie question, c'est des vraies interrogations qui sont importantes. Je crois que j'ai déjà été trop long, je voulais parler un tout petit peu des interventions étrangères et des conséquences qu'elles ont
les révolutions arabes, mais peut-être je vais le laisser, je laisserai ce thème plutôt pour le débat. Merci.